Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Écrire pour éclaircir son esprit en noircissant du papier. Un aphorisme imaginé par notre invité de ce nouvel épisode des Éclaireurs de Dialogue, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Depuis 1996, il est l'auteur de nombreux récits de voyage, essais, nouvelles, journaux et aphorismes, à travers lesquels se révèle notamment son goût pour la géographie, son amour de la poésie, son érudition et la précision de sa langue. C'est à l'occasion de la parution de son récit « Avec les fées », né d'un voyage amphibie le long de la côte atlantique, que nous avons eu la joie de l'accueillir à Dialogue en ce début d'année et d'enregistrer ce podcast. Au fil d'un entretien entrecoupé de lectures, de conseils de nos libraires et d'extraits de la rencontre qui a eu lieu à la librairie, nous vous proposons une plongée en 2 épisodes dans le parcours et l'œuvre de Sylvain Tesson. Bonjour Sylvain Tesson et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la librairie à l'occasion de la parution de votre récit de voyage intitulé « Avec les fées » et paru aux éditions des Équateurs. Et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours d'écrivain voyageur. Alors après une formation de géographe et un DEA de géopolitique, c'est en 1996 que vous avez publié votre premier livre, On a roulé sur la Terre, coécrit avec Alexandre Poussin suite à un tour du monde à bicyclette. Et ont suivi de nombreux autres voyages et ouvrages, parmi lesquels on peut citer Dans les forêts de Sibérie, Sur les chemins noirs ou encore La Panthère des neiges, qui sont des récits de voyage, mais vous avez aussi écrit des nouvelles, des essais et des aphorismes. Alors pour vous, l'écriture, je crois qu'elle vient avec le voyage, avec le mouvement. Est-ce alors ainsi que tout a commencé lorsque, voyageant, vous avez commencé à ressentir l'envie d'écrire ce que vous viviez? Et à quel moment avez-vous réalisé la place que l'écriture prenait dans votre vie? J'ai réalisé ça au cours de ce premier voyage autour du monde à bicyclette en 1993. L'Union soviétique venait de tomber et avec Alexandre Poussin, j'ai fait le tour du monde à vélo. Et tous les soirs, je m'astreignais à tenir mon journal de bord, comme on fait quand on est enfant et qu'on part en vacances et qu'on fait son journal de bord. Et c'est par le journal de bord que je suis arrivé à l'écriture quotidienne et au journal intime. Je me suis aperçu que finalement, c'était pas la peine de vivre des choses spectaculaires très loin de chez soi pour concevoir le plaisir d'écrire ce qui s'était passé au cours de la journée. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. Alors c'est une citation d'Annie Ernaux qui est présentée en exergue de son livre Le jeune homme. Est-ce que c'est une phrase qui peut résonner pour vous? Est-ce que le fait d'écrire ce qui a été vécu, de raconter ce qui a été, ça peut procéder d'un besoin de fixer les choses? Oui, je crois que c'est vraiment un sentiment qu'éprouvent beaucoup de personnes qui se livrent à l'écriture intime, personnelle. Le sentiment de conclure une journée par son récit, le sentiment de confirmer ce qui a été vécu par sa restitution, le sentiment d'adouber, pourrait-on dire, pour utiliser un terme de la chevalerie chrétienne, d'adouber les actions que l'on a effectuées ou les pensées qui vous ont traversées par leur formulation. Et j'ai l'impression que une péripétie historique exprime très bien cette idée-là. C'est la découverte de Terre-Neuve par les Vikings au Xe siècle. Quand Éric le Rouge a été banni de l'Islande, il est parti avec son bateau vers l'ouest et les Islandais sont arrivés à Terre-Neuve. C'est-à-dire que l'Amérique n'a pas été du tout découverte par Christophe Colomb en 1492, mais près de 500 ans avant, ou peut-être 400 ans avant, par les Islandais. Seulement, comme ils l'ont raconté dans une saga, mais comme cette saga n'a pas été diffusée dans le monde, que personne ne l'a lu, personne ne l'a su. Si bien qu'on peut dire que ce qui est écrit, c'est ce qui est vraiment su, donc ce qui peut considérer avoir été réellement vécu. Voilà pourquoi, pour conclure, je comprends très bien cette idée-là de l'achèvement, du parachèvement des choses, de la confirmation, de l'officialisation même des choses par l'exercice de l'écriture.
Le point final de la journée serait en fait le point final de son récit. Et pour vous, l'écriture est là à chaque voyage, à chaque fin de journée de voyage, et ce corps du voyage, elle doit être là aussi? Dans la mesure du possible, oui. Le voyageur qui écrit tous les soirs sa journée se trouve confronté à un problème physique qui est celui de la possibilité d'écrire, parce qu'il y a des bivouacs qui rendent impossible l'écriture. Il arrive parfois quand on bivouaque dans la neige ou dans une paroi, ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé, ou bien dans une cabane vraiment très inconfortable, ou bien dans une grotte. On est plus préoccupé par la nécessité de faire le feu et de faire cuire son rata, plutôt que par l'impératif de l'écriture. Donc parfois je suis obligé de sauter l'écriture de certaines journées à cause de l'inconfort des situations de bivouac. Mais dans ce cas-là, je les rattrape. Mais pour répondre plus précisément, oui, même quand je suis en mouvement, j'essaie d'écrire le plus régulièrement possible, toujours selon cette idée que si je ne l'écris pas, ça n'aura pas vraiment été vécu. C'est un peu comme si les choses de l'ordre matériel, la vie qui se déroule dans un ordre organique, réel, vital, existentiel, devait être confirmé par la vie revécue dans l'ordre scriptural. C'est étrange, hein. Quand on tient son journal intime, on vit sur deux plans de vie. Exactement comme dans une maison où il y a 2 étages, avec une famille qui se répartit dans les étages de la maison, eh bien, la maison connaît 2 vies. L'une au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage, ben c'est un peu ça. L'écriture, le journal intime, c'est le rez-de-chaussée de la vie, ou alors le premier étage, et puis la vie qui s'effectue, la vie effectuée, c'est le rez-de-chaussée. 8 avril. Tempête. Tout ce qui reste de ma vie, ce sont les notes. J'écris un journal intime pour lutter contre l'oubli, offrir un supplétif à la mémoire. Si l'on ne tient pas le greffe de ses faits et gestes, à quoi bon vivre? Les heures coulent, chaque jour s'efface, et le néant triomphe. Le journal intime, opération commando menée contre l'absurde. J'archive les heures qui passent. Tenir un journal féconde l'existence. Le rendez-vous quotidien devant la page blanche du journal contraint à prêter meilleure attention aux événements de la journée, à mieux écouter, à penser plus fort, à regarder plus intensément. Il serait désobligeant de n'avoir rien à inscrire sur sa page de calepin. Il en va de la rédaction quotidienne comme d'un dîner avec sa fiancée. Pour savoir quoi lui confier, le soir, le mieux est d'y réfléchir pendant la journée. Dehors, le chaos. Le vent taille les congères à coups de dents. Les rafales malmènent le front de la forêt. Les cèdres encaissent les coups en première ligne. Des ramures arrachées planent par-dessus les cimes. La tempête essaye de déraciner les arbres. Cette force triste qu'est le vent, elle s'acharne en vain. Regarder la fureur d'un coup de tabac, au chaud près de son poêle, est une définition de la civilisation. Le soir, je me saoule lentement. La cabane, cellule de grisement. Sylvain Tesson, dans les forêts de Sibérie. À l'origine de chacun de vos voyages et de vos récits de voyage, il y a, je crois, à chaque fois un projet, une idée à explorer. Par exemple, on pourrait dire que c'est l'apprivoisement de la solitude et du silence dans les forêts de Sibérie, la quête du merveilleux dans Avec les fées. Ces idées, comment est-ce qu'elles naissent? Dans quelle mesure est-ce qu'elles constituent un moteur de l'écriture? Et est-ce que c'est avant tout le mouvement du voyage qui les nourrit, qui les fait grandir? Ce sont des idées qui ne sont pas très originales, ce sont des grandes thématiques de l'aventure et de la condition humaine, la solitude, vous l'avez dit, la liberté. Un jour, j'ai voulu réfléchir au thème de l'énergie vitale, qui est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi certains êtres vivent comme des hauts fourneaux et pourquoi d'autres vivent moins intensément, ou du moins donnent-ils l'impression de vivre dans un feu moindre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème? Les thèmes du mouvement, le thème du merveilleux ou de la féerie,
le thème de l'immensité aussi, qu'un jour j'ai essayé d'aborder avec un trajet dans les steppes de l'Asie centrale, le thème de la dissolution de l'identité par l'expérience esthétique de la traversée de l'immensité blanche. Tout ça, ce sont des thèmes assez banals qui traversent tout le monde. Sauf que moi, je décide d'en faire des motifs de voyage. Mes motifs de voyage sont philosophiques. Et il y a malheureusement une faiblesse que j'ai, c'est que n'étant pas un penseur, n'étant pas un intellectuel, n'étant pas un homme d'études, étant d'un naturel ordinairement assez paresseux, je n'ai absolument pas envie de me livrer à une réflexion universitaire sur ces thématiques-là, et quand bien même le voudrais-je que j'en serais bien incapable. Et donc je ne crois qu'à la méditation en marche. Pour penser, je dois bouger. Pour réfléchir, je marche. J'incarne l'idée. Alors à ce moment-là, je bâtis un itinéraire, de manière d'ailleurs souvent assez acrobatique. Je me dis, voilà, pour réfléchir à la liberté, tâchons de suivre l'itinéraire des évadés du goulag. Vous voyez, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, mais ça marche parce que je me mets dans un état de disposition pendant des mois où tout à fait propice à la méditation sur ce thème. J'ai un os à ronger en quelque sorte. Et puis vous êtes géographe de formation et ça nourrit aussi votre façon de raconter le monde. Vos ouvrages y comportent des cartes, les lieux sont toujours très précisément situés et les paysages ont une grande importance. On a le sentiment qu'ils vous construisent et qu'ils influencent le récit. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont ces paysages vous saisissent et dont vous vous en saisissez? J'aime les paysages presque autant, sinon davantage que les visages. Et je m'en souviens aussi bien que les visages. Je crois à la physionomie des paysages. Je crois qu'on peut avoir un souvenir physionomique des paysages. Reconnaître une clairière, reconnaître un versant, reconnaître un endroit dont la vision et le spectacle vous a traversé, ému, ébloui, parfois autant qu'un visage. Je crois beaucoup à ça. Alors après, on peut rigoler en se disant qu'en plus un paysage vieillit moins vite qu'un visage. Les affronts que le temps marque et imprime sur le visage sont moindres sur le paysage. Enfin, l'échelle temporelle géologique est quand même un peu plus... quel est le terme elle est un peu moins cruelle, un peu plus bienveillante avec le paysage qu'avec le visage. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le paysage m'intéresse parce que c'est comme un mystère que l'œil peut lire. C'est-à-dire qu'il y a une écriture dans le paysage. C'est exactement la même chose que dans un poème un peu hermétique, à premier abord. Mais si on essaye de percer le mystère du paysage, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été convoquées pour réussir à son édification. Il y a eu une histoire naturelle, climatique, biologique, ça s'appelle, mettons, l'histoire géographique, mais il y a une histoire humaine aussi, parce que souvent l'homme a mis sa marque. Il arrive que la main de l'homme a mis le pied, comme disait Hergé dans Tintin et Milou, si bien que, avec la simple contemplation d'un plan unique, vous avez un livre d'heures et de mystères dont toutes les narrations ont convergé pour donner la vision d'un paysage. Je prends l'exemple par exemple d'un paysage qui est très cher à mon cœur, qui est la baie de l'Osmar au sud de la presqu'île de Crozon. Et c'est un paysage qui vient réunir toutes ces narrations, celle du travail de l'océan sur la terre, celle des hommes qui ont essayé de bonifier à grand-peine quelques arpents de cette baie, celle des hommes qui ont planté un jour un mégalithe sur le flanc nord de cette baie, celle des chevaux de frise qui viennent souligner la plage, le croissant blond du sable et qui indique les guerres que les hommes se mènent. Il y a comme ça des narrations qui s'entrecroisent et le paysage est leur fruit, de même que le livre, de même que la très belle page d'un livre ou un très beau poème est le fruit de bien des inspirations qui ont travaillé dans le poète et qui sont délivrées un jour dans une page. Depuis 20 ans, je venais à l'Osmar. À chaque fois, j'observais le même rituel. Je gagnais le menhir, je jetais un coup d'œil sur la baie, mon cœur s'alourdissait et je repartais. De tous les paysages que j'avais aimés dans ma vie, des rizières du Yunnan aux cataractes de Centrafrique,
des blés de Beauce aux pâleurs dolomitiques, je plaçais la baie de l'Osmar au plus haut de mes visions. Nous sommes les enfants de nos paysages, pensait Durel. Je n'étais pas l'enfant de cette baie bretonne, j'étais son adorateur. Et la perfection esthétique de ce parvis de sable d'or souligné de rides me rassurait. La certitude d'un ordre de la beauté tranquillise les âmes instables. L'éperon pénétrait le ressac. Comme la roche semble fière, fouettée de blanc, la bruyère et le genêt adoucissaient ce combat. La robe des chevaux ondulait par-dessus les ronciers. Un menhir de 3 mètres, à la tête du promontoire, parachevait l'ordonnancement. Ce paysage était parfait, puisqu'intouché. La perfection, c'est l'inamovible. Un extrait d'Avec les fées de Sylvain Tesson. Et puis chacun de vos voyages est aussi précédé, je crois, d'une intense phase de documentation. Vous lisez énormément et vos récits sont nourris de très nombreuses références, d'auteurs dont les mots vous accompagnent et dont vous partagez les citations. Est-ce qu'alors chaque paysage que vous traversez est nécessairement nourri de vos souvenirs de lecture ? En tout cas, je pense que la référence est un embellissement, un accroissement et un approfondissement de l'expérience. Certaines personnes, certains esprits ne sont pas d'accord avec ça et pensent qu'il faut que le regard soit vierge devant un spectacle ou que l'esprit soit vierge quand il reçoit une information ou que le cœur soit vierge quand il reçoit une émotion. Mais moi, je pense qu'on gagne toujours à épaissir la dimension d'une expérience ou d'une sensation ou d'un saisissement ou d'une contemplation à l'épaissir d'une référence. Fernando Pessoa, le poète portugais du XXe siècle, essayait de toutes ses forces, tout au long de son œuvre, il a composé des centaines de poèmes sur ce thème, il essayait de se débarrasser du réflexe de référence littéraire quand il regardait quelque chose. Il disait, un peu comme le peintre japonais qui essaie de devenir, de s'oublier humainement et de devenir l'objet qu'il est en train de peindre, c'est-à-dire le bambou ou l'animal, eh bien Pessoa essayait d'oublier la bibliothèque intérieure qu'il conservait au fond de sa mémoire pour dire « je ne veux plus penser quand je vois un arbre, quand je vois le vol des oiseaux, quand je vois la mer, je ne veux plus penser à rien, je veux penser à ce que je vois. » Et puis en fait, il n'y arrive pas. Parce que c'était un homme de la mémoire, un homme de lettres, et la tentative de Pessoa a souvent été vaine. Alors moi j'essaye parfois. Parfois j'essaie devant un spectacle, je m'assieds sur une falaise, je regarde la mer et je me dis, essayons de penser à rien, ni à Homère, ni à Herman Melville, ni à Monet, ni à Rimbaud qui décrit la mer mieux que je pourrais le faire. Et puis j'y arrive à peu près, je me dis, chic, je réussis à faire comme Pessoa, ce qui prouve que en essayant de ne pas le faire, je n'y arrive même pas. Accepter un paysage comme il se présente. Le recevoir tout entier, comme il est, sans le nourrir d'une puissance extérieure. Cela peut aussi nous amener à la distinction entre immanence et transcendance. Sylvain Tesson nous en a parlé pendant la rencontre qui a eu lieu à la librairie. Nous l'écoutons. C'est une dialectique que j'évoque, mais qui est que sans doute sans les armes ni théologiques ni intellectuelles pour le faire sérieusement. Mais c'est très simple. Je dis simplement que dans un spectacle de paysage, de deux choses l'une, soit on reçoit avec ses 5 sens ce que le monde nous envoie dans sa vibration, ça s'appelle l'immanence. Les choses vous sautent au visage et vous les recevez avec toute la possibilité de l'accueil que votre esprit, que votre cœur peut faire de la beauté du monde, et vous vous suffisez de ce phénomène qui vous arrive. C'est la position sensuelle devant la vie, vous la dévorez telle qu'elle vous parvient. Soit, si jamais votre âme est un peu plus profonde, vous essayez de vous demander qui est à l'œuvre derrière cette beauté. Et à ce moment-là, vous vous mettez à penser aux arrière-mondes. Ça s'appelle la transcendance. Enfin, en gros, si on essaie de dire les choses que je suis en train de dire, les choses banales que je suis en train de dire de manière sophistiquée et cuistre,
il faut penser aux enfants. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, vous alliez au Guignol. Ben, il y a une partie des enfants qui sont très intéressés par la marionnette, et puis d'autres qui essayent de voir le marionnettiste. C'est ça la différence entre l'immanence et la transcendance. Moi, quand j'étais petit, je me satisfaisais du Guignol. J'ai fini d'ailleurs, j'ai l'impression, par en faire un modèle. Et je me souviens de camarades qui, eux, étaient absolument intéressés par le marionnettiste. Ils voulaient savoir qui tenait les fils. Or, c'est une question qui est cruciale. Elle a d'ailleurs beaucoup intéressé Chateaubriand dans le 4e livre du Génie du christianisme, où Chateaubriand explique que trop de volonté d'associer un phénomène, mettons par exemple la beauté d'une fontaine dans un sous-bois avec des rayons de soleil qui transpercent le feuillage, trop de volonté d'associer à ce spectacle superbe la présence d'un être surnaturel qui incarnerait le phénomène, c'est-à-dire une dryade pour la fontaine, une nymphette pour le ruisseau, un sylphe pour la lande, un sylvain pour le sous-bois, un elfe pour le marécage. Trop de volonté d'associer un phénomène surnaturel au phénomène immédiat fait reculer la poésie des choses. C'est très, très intéressant. Dans le Génie du christianisme, Chateaubriand dit cela. Trop de faits surnaturels fait reculer la poésie réelle. C'est-à-dire trop de recherche absolue de la transcendance, de ce qui anime comme un sujet l'objet que l'on est en train de voir, fait reculer la poésie. Eh bien moi, je l'ai un peu cru sur mon chemin des faits. J'ai essayé de me contenter de recevoir l'immanence du merveilleux, plutôt que d'essayer d'imaginer qu'il y avait une grâce qui ruisselait d'un créateur sur le monde en l'embellissant. Mais je ne dis pas que je ne refuse pas l'idée de la grâce en me contentant de celle du merveilleux. Je me dis simplement que ça viendra après. Chronologiquement, le voyageur que je suis n'est pas encore prêt à pousser les portes de la grâce, c'est-à-dire de la transcendance, c'est-à-dire de l'arrière-monde, c'est-à-dire du marionnettiste. Pour l'instant, à l'étape où je suis, je me contente du Guignol, c'est-à-dire que sur le fil des falaises, je regarde le monde dans la pure immédiateté de ce qu'il me livre. Voici à présent un conseil de lecture de notre libraire Pauline. Elle nous parle du livre de Sylvain Tesson qui l'a le plus marqué, La Panthère des Neiges. Je vais vous parler donc de La Panthère des Neiges, écrit par Sylvain Tesson, publié chez Gallimard dans la collection Blanche en octobre 2019, qui a reçu le prix Renaudot la même année, ensuite paru en format poche et folio en 2021. Et il y a eu aussi une version illustrée avec les photographies de Vincent Munier en 2021. Et la même année, un film documentaire du même nom, co-réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier, sorti donc au cinéma. Donc La Panthère des Neiges, c'est donc le fruit des voyages de Sylvain Tesson sur le plateau du Changtang au Tibet, entre 2018 et 2019, aux côtés du célèbre photographe animalier qui est Vincent Munier. Pour moi, c'est certainement le récit le plus personnel de Tesson, partir à l'affût de l'un des plus rares félins, la fameuse Panthère des Neiges, a été pour lui une expérience d'introspection et d'immobilité. Et c'est une rencontre et une expérience qui est mêlée à la disparition de sa mère. Donc l'héroïne de ce récit est bien évidemment la fameuse Panthère des Neiges, celle pour qui on tourne les pages jusqu'à l'apparition presque divine donc de l'animal. Le récit se décompose en 3 parties, l'approche, le parvis et l'apparition. Et ensuite, de courts chapitres forment ces 3 moments. Il y a donc un chapitre sur le voyage jusqu'au campement. Ensuite, il y a les séances d'affût qui vont se multiplier quotidiennement pour cette équipe. Il y a également les séances de discussion entre le voyageur et écrivain qui est Sylvain Tesson et le photographe qui est Vincent Munier. On découvre donc 2 personnalités qui au premier abord sont tellement différentes, mais qui vont se compléter. On a d'un côté donc un homme qui est toujours en mouvement et en ébullition, Sylvain Tesson, et de l'autre, on a Vincent Munier, qui est quelqu'un de plus calme et qui est un fin observateur de son environnement et qui est vraiment dans la contemplation de la nature. Et je précise quand même que les conditions dans lesquelles ils étaient, ils sont à plus de 4800 mètres d'altitude, avec des températures à -20.
Évidemment, il y a la panthère des neiges au centre de ce récit, mais pas que. On découvre également d'autres animaux, comme les yaks, par exemple, que Vincent Munier nomme l'âme du monde. Il y a la rencontre avec le loup, un âne. Et pour moi, ce sont des moments assez marquants en amont de l'apparition de la panthère. Il connaît par cœur le loup et il arrive à anticiper en amont le comportement de l'animal. Et du coup, Sylvain Tesson va le retranscrire tellement bien, je trouve. Ce qui fait du texte de Tesson un beau récit où la nature reprend ses droits finalement. Et lui, on le découvre beaucoup plus intime, plus discret, plus simple. Et Vincent Munier va également se livrer sur des souvenirs d'enfance. Il y en a un qui est plutôt marquant où il parle de sa première photo à l'âge de 12 ans. Ce jour-là, j'ai forgé mon destin. Voir les bêtes, les attendre. Donc voilà, c'est un texte plein d'humanité. C'est également très poétique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la plume de Sylvain Tesson. Par exemple, pour brouiller les pistes et ne pas nommer les lieux par leur nom, il parle d'une géographie très poétique et tellement plus personnelle. Donc ils évoquent la vallée des loups, le lac du Tao, la grotte du Mouflon. Donc voilà, je ne vais pas trop en dire parce que je vais vous laisser la joie de découvrir ce récit ou de le redécouvrir. Parce que comme je le disais en amont, il y a plusieurs versions du texte. Je conseille le texte qui est paru initialement en 2019, mais ensuite la version illustrée avec les photos de Vincent Munier. Je trouve que c'est un autre voyage qu'il nous propose. Et le documentaire vient un peu compléter cette belle œuvre collective, pourtant avec cette panthère qui reste quand même un animal très solitaire. Ce premier épisode des éclaireurs de dialogue avec Sylvain Tesson est terminé. À suivre donc dans un second volet où nous parlerons entre autres de navigation, d'alexandrin et de la marche comme reconstruction. Je vous donne rendez-vous le mercredi 17 avril pour le découvrir et vous souhaite d'ici là de très belles lectures.